La conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des Estivales de la question animale. Les Estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Les estivales de la question animale. Les estivales de la question animale. Bonjour tout le monde, on va commencer la conférence, s'il vous plaît, prenez place. Je vais vous présenter deux outils pour partager deux principes auxquels je n'ai pas été exposée directement quand j'ai découvert la question animale il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui me paraissent vraiment indispensables, en tout cas très utiles pour penser à la réflexion stratégique et qui sera, je pense, d'intérêt pour toute personne qui prend au sérieux l'objectif de réduire autant que possible la souffrance des animaux. Donc ces deux outils que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le raisonnement contrefactuel et la théorie du changement, dont vous avez déjà un petit peu entendu parler juste avant dans la conférence de Keivan. Alors mon point de départ de cette conférence, c'est que personne ici aux Estivales n'est indifférent au sort des animaux. Mais je pense que malgré tout, tout le monde ici est probablement trop indifférent au fait qu'on pourrait mieux aider les animaux. C'est un peu comme si on négligeait trop souvent ou qu'on oubliait qu'en faisant de meilleurs choix stratégiques, on aiderait plus d'animaux et on soulagerait une plus grosse part de leur souffrance. Alors bien sûr, c'est très exigeant d'essayer de toujours faire mieux pour les animaux, surtout dans un contexte où nos ressources sont limitées. Et parmi ces ressources limitées, il y a notamment les ressources cognitives. J'entends par là la capacité à bien raisonner, à prendre de bonnes décisions, à correctement définir nos objectifs et à identifier les meilleures façons de s'en approcher, à trouver les bonnes stratégies qui marchent effectivement et qui permettent de nous rapprocher de notre objectif. Pour donner un exemple dont on entend parfois parler mais dans le mouvement animalisme et que je pense très important à rappeler, tellement il influe sur notre capacité à prendre de bonnes décisions, c'est le fait que nous sommes dotés d'une grande cécité morale. On ressent moins d'empathie spontanée pour les animaux qui sont éloignés de nous d'un point de vue phylogénétique, d'un point de vue évolutionnaire, notamment les poissons ou les insectes. On reste globalement indifférent face à des ordres de grandeur différents. C'est ce qu'on appelle la scope insensitivity, donc notre cerveau il n'a pas évolué pour faire face au grand nombre, et ça a des conséquences très concrètes qui sont par exemple qu'on a du mal à appréhender intuitivement les grands nombres et les différences entre des grands nombres. Donc si par exemple je vous dis que 6 millions de poulets sont tués chaque année en Europe pour la production de viande de chair, et que vous allez ressentir de l'effroi, de la tristesse, de la colère. Mais si je vous dis qu'en fait, non, ce n'est pas 6 millions, mais c'est 6 milliards, et bien soudainement, vous n'allez pas ressentir tout d'un coup 1000 fois plus de colère, de tristesse, d'effroi. On a aussi du mal à estimer spontanément l'efficacité relative des différentes interventions. Et là encore, il peut y avoir des variations de facteurs 100, voire davantage, dans l'efficacité des différentes interventions. Donc c'est sûr qu'on manque de recherche, on manque d'informations qui nous permettraient de mieux appréhender les différences d'impact entre les interventions, mais même avec les informations, c'est aussi qu'on fait parfois une résistance active aux résultats et aux informations issues des recherches qu'on a pu mener. Donc pourquoi je vous partage ces quelques éléments sur la rationalité limitée comme l'insensibilité au grand nombre? Eh bien, ce n'est pas juste des faits intéressants, intrigants sur notre cerveau, c'est que ça a des conséquences directes sur la façon dont on prend des décisions dans le mouvement. Elle a des conséquences très concrètes sur la façon dont on prend des décisions. Ce qui implique que si on ne porte pas consciemment, délibérément et constamment une attention particulière à définir nos objectifs et à chercher les meilleures façons de mesurer ce qu'on est en train de faire pour essayer de s'améliorer, eh ben, ça veut dire qu'on prendra systématiquement des décisions sous-optimales en termes de résultats.
ce qui va très directement à l'encontre de ce qui nous rassemble ici aux estivales, à savoir aider les animaux, c'est-à-dire aider le plus d'animaux possible et aider le plus possible ces animaux. On peut aussi voir ça à l'envers, en se disant, si on était capable effectivement de concevoir clairement l'ampleur du problème de la souffrance animale, si on n'avait pas la scope insensitivity, si on était parfaitement rationnel, si on avait conscience de toutes les fois où on fait des erreurs des raisonnements, où on prend de mauvaises décisions, je pense qu'on serait vraiment horrifié de constater qu'on est constamment en train de rater des opportunités de mieux aider les animaux. Alors, y a un côté un peu épuisant et très demandeur en fait de se dire qu'on peut et qu'on devrait toujours faire mieux, qu'on devrait toujours être en train d'essayer de maximiser son impact. Mais en fait, dans cette conférence, je vais prendre le parti d'assumer le côté exigeant qui accompagne tout projet qui vise à maximiser ses résultats. Mais je vous encourage à voir ce que je vais vous présenter, donc à savoir raisonnement contrefactuel et théorie du changement, comme des outils que vous pouvez mobiliser pour pallier le manque de fiabilité de notre raisonnement intuitif. Et je pense qu'une personne dont le seul objectif dans la vie serait de maximiser son impact pour les animaux devrait totalement penser à ces outils-là et les implémenter constamment dans sa vie, mais je pense qu'une telle personne n'existe pas réellement, qu'on peut vouloir s'en approcher, qu'on peut vouloir s'identifier à cet objectif, mais que ce sont des outils qu'on utilise autant que possible. Dans la suite, je vais utiliser un terme générique qui va revenir souvent, c'est le terme d'intervention. Ce que j'entends par intervention, ça peut désigner plusieurs catégories de choses, mais à chaque fois, ça va être toute action dans laquelle on investit des ressources dans le but d'aider des animaux. Donc ça peut être aussi bien un choix de carrière, une campagne associative, la création d'une nouvelle association, le fait d'affecter de l'argent sous forme de dons à une association plutôt qu'une autre. Ça peut être aussi la façon dont on utilise son temps bénévole. Alors, en premier outil que je vais vous présenter, c'est le contrefactuel. Et je pense que le principe du contrefactuel, il va déterminer tout le reste et il va nous aider à être autant que possible au clair sur l'impact de nos interventions. Et en fait, ça peut être étonnamment difficile d'être au clair sur notre impact, notamment parce que l'impact direct de nos actions, de nos interventions, sur la résolution d'un problème, notre impact sur la résolution d'un problème, il peut être différent de l'impact réel sur l'avancée dans la résolution du problème. Donc pour y voir plus clair sur ce gap entre l'impact direct et l'impact réel de nos interventions, on n'a pas d'autre choix que de penser à notre impact de façon contrefactuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, raisonner de façon contrefactuelle, c'est tout simplement se poser la question de ce qui se serait passé si on avait agi autrement. Le raisonnement contrefactuel, il est, comme je le disais, indispensable pour cerner l'effet propre de nos actions, c'est-à-dire la différence que nos actions font dans le monde, qu'on va pouvoir ensuite comparer avec d'autres possibilités d'intervention qu'on pourrait prendre ou qu'on n'a pas prises ou qu'on pourrait envisager de prendre. Parce que la notion de différence ici, elle est très importante parce que ce qu'on veut, c'est pas tant que nos actions produisent des effets, parce que dans l'absolu, toute action produit un effet sur le monde. Ce qu'on veut, c'est que nos actions contribuent bel et bien à modifier l'état du monde dans la direction souhaitée, et le plus possible avec la quantité de ressources données qu'on est prêt à investir dans telle ou telle intervention. Donc cette idée, elle est bien contenue dans une expression qui est assez courante dans le mouvement, mais surtout anglophone, c'est « to make a difference ». Vous avez souvent, peut-être, croisé cette expression qu'on pourrait traduire tout simplement par « faire une différence dans le monde »,« faire une différence pour les animaux ». Et moi, personnellement, jusqu'à récemment, cette expression, je pensais que c'était... je la voyais comme une expression parmi d'autres, une expression inspirante de la même façon qu'on dit qu'on veut améliorer le monde, qu'on veut to make the world a better place. Il y a beaucoup d'expressions comme ça qu'on croise dans le mouvement. Mais maintenant, je vois que l'expression « faire une différence », elle met le doigt sur un aspect très important, à savoir qu'il ne suffit pas d'agir pour avoir un impact. Et que ce qui compte, c'est pas tant d'agir, c'est bel et bien d'avoir un impact contrefactuel, c'est-à-dire d'avancer dans la résolution du problème, d'avancer dans la bonne direction,
en choisissant les actions qui permettent de faire ça le plus possible. Alors, ça peut paraître évident, mais en fait, il y a beaucoup de façons dont on peut se leurrer sur notre impact réel, c'est-à-dire contrefactuel. Je vais donner 2 exemples. Le premier exemple, il est en lien avec le fait qu'on peut parfois être remplaçable dans ce qu'on fait, la remplaçabilité. Si vous êtes facilement remplaçable dans ce que vous faites, en particulier si vous êtes remplaçable par quelqu'un qui ferait aussi bien le travail que vous, alors d'une certaine façon, vous ne faites pas de différence avec votre travail. Votre impact contrefactuel, concernant l'objet de votre travail, parce qu'il y a toujours des effets, des relations de cause à effet quand vous agissez, mais dans le cadre de votre mission, de votre objectif, eh bien, il est peut-être nul. Votre impact contrefactuel est peut-être nul si vous êtes remplaçable. Un exemple concret qui a déjà été mentionné l'autre jour, mais qui illustre vraiment bien cette idée. Prenons Julie, qui travaille en tant que vétérinaire et qui voit des centaines d'animaux chaque année. Si on se demande quel est l'impact direct de Julie, eh bien Julie, chaque année, elle va très concrètement, très directement, au quotidien, sauver plusieurs vies animales, peut-être 50 vies animales. C'est super, mais la question qui importe vraiment, c'est que se serait-il passé si Julie n'avait pas accepté ce poste de vétérinaire, si elle n'était pas vétérinaire ? Eh bien, très probablement que le poste aurait été attribué à un autre vétérinaire qui aurait probablement fait le travail à peu près aussi bien que Julie et qui aurait donc sauvé à peu près le même nombre de vies. Donc, quel est l'impact réel de Julie, c'est-à-dire son impact contrefactuel ? Eh bien, il est beaucoup plus faible que ce qu'on imaginait au départ, puisque Julie a contrefactuellement sauvé 0 vie. Donc si Julie, elle est vraiment meilleure que la personne qui l'aurait remplacée, si elle fait mieux son travail, si elle y consacre plus d'énergie, plus de talent, etc., peut-être qu'elle aura sauvé un peu plus de vies et que contrefactuellement, elle aura sauvé peut-être 5 vies, mais non pas 55 vies contrefactuellement. Donc c'est moins que ce qu'on aurait imaginé au départ. On voit donc que l'impact direct de nos actions est différent de leur impact contrefactuel et que l'impact contrefactuel, il peut être beaucoup moins impressionnant que ce qu'on imagine au départ quand on agit. Voilà, parce que quand on voit Julie tous les jours aller au travail, faire des horaires énormes et être très talentueuse dans ce qu'elle fait, on peut s'imaginer qu'elle a un impact énorme, mais il faut aller voir... il faut se poser la question du contrefactuel, de qu'est-ce qui se serait passé si Julie n'avait pas été là pour faire tout ce travail. Donc comme je disais plus tôt, on peut agir sans faire de différence. Dans ce cas, moi personnellement, j'aime bien dire qu'on s'agite pour faire la distinction entre agir ou agir pour les animaux ou s'agiter pour les animaux. Une autre façon de le dire, c'est que travailler dans un domaine qui résout des problèmes, travailler dans la cause animale par exemple, ça ne signifie pas directement que vous aurez un impact positif important. Il peut être proche de 0 ou il peut même être négatif si vos performances sont inférieures à celles de la personne qui vous aurait remplacé. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'on peut se leurrer sur son impact contrefactuel et on peut se leurrer toute sa carrière, on peut se leurrer jusqu'à son lit de mort sur son impact. Je vais donner un second exemple pour illustrer la façon dont le raisonnement contrefactuel permet de ne pas se leurrer sur son impact réel. Cette fois-ci, c'est un exemple qui est issu de la médecine, qui là aussi est un exemple souvent mobilisé pour bien identifier l'impact propre d'une intervention. Et ici, intervention signifie médicament. Donc c'est ça c'est un extrait, disons, c'est un exemple qui a été résumé par Arthur Jatteau, économiste, qui a écrit un livre que je vous recommande vraiment pour comprendre qu'est-ce qu'un contrefactuel et à quel point c'est utile pour cerner l'impact des interventions, notamment en économie du développement. Donc il a écrit ce petit livre, Les expérimentations aléatoires en économie, qu'on connaît aussi sous le nom de Essais randomisés contrôlés. Donc, Arthur Jatteau dit « Admettons que pour soigner des maux de tête, je prenne un cachet d'aspirine. Au bout d'1 heure, la douleur a disparu. Puis-je pour autant en conclure que le médicament a marché ? Certainement pas. Car pour cela, il aurait fallu savoir si ma douleur aurait persisté en l'absence de la prise de ce cachet.
Après tout, peut-être que les maux de tête seraient partis d'eux-mêmes. Donc là, on reconnaît le raisonnement contrefactuel qui consiste à se demander ce qui serait arrivé de ma douleur si je n'avais pas pris le médicament. Comment savoir si le cachet a contribué effectivement à la disparition de ma douleur ? Eh bien, l'évaluation contrefactuelle, c'est une façon de résoudre ce problème, et c'est d'ailleurs au cœur de la méthode utilisée dans la recherche scientifique, notamment avec l'utilisation de groupes contrôle. Un groupe contrôle, c'est un groupe qui a les mêmes caractéristiques autant que possible que le groupe test, à qui on va effectivement donner l'aspirine, mais c'est un groupe qu'on appelle aussi le groupe placebo, le groupe, groupe contrôle, à qui on ne va pas donner le médicament, à qui on va éventuellement donner un placebo du coup. Et ces groupes contrôle, ils jouent le rôle de contrefactuel vis-à-vis du groupe traitement. Ils vont matérialiser autant que possible la situation contrefactuelle, à savoir qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas donné le médicament au groupe traitement. Et bien de la même façon, nous, en tant que personnes engagées dans la réduction de la souffrance des animaux, on ne veut pas que nos interventions aient autant d'effets qu'un placebo pour les animaux. Ça serait vraiment dramatique, ça serait du gâchis de ressources. Et on peut se dire que si c'était le cas, ça se verrait, on se rendrait compte si nos actions avaient autant d'effets qu'un placebo. Mais en fait, c'est faux. Il y a beaucoup de façons de se leurrer sur son impact. Il y a des facteurs confondants partout. Beaucoup de gens croient dans un certain nombre de pseudosciences, ils sont convaincus par ça, ils sont trompés par des billets de tout ordre, des billets d'illusion de causalité dans ce qu'ils observent. Donc voilà, faut vraiment se dire qu'on peut très facilement se leurrer sur l'impact réel de nos interventions. Petite anticipation d'objection, mais qui est vraiment très importante, c'est que la vérité, c'est qu'on n'a jamais accès au contrefactuel. On peut mettre en place des systèmes pour essayer de reconstituer la situation hypothétique alternative, par exemple les groupes contrôle, mais la vérité, c'est qu'on n'aura jamais accès à ce qui se serait passé si on avait agi autrement. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. On peut essayer de gérer cette incertitude, mais on n'aura jamais accès, par définition, ce sont des scénarios hypothétiques auxquels on n'aurait pas accès. Mais ça ne veut pas dire que, puisque c'est incertain, on peut se permettre une forme de relativisme stratégique de type on n'est pas sûr, donc suivons notre intuition. Voilà, c'est pas forcément parce que c'est incertain qu'on ne peut pas tirer des enseignements d'expérimentation, de raisonnement qui peuvent néanmoins éclairer la prise de décision. Pour reprendre l'exemple de Julie, l'exemple 1 de Julie qui est remplaçable dans son travail et qui peut-être a un impact contrefactuel nul, la vérité c'est que c'est pas sûr que si Julie est remplaçable par quelqu'un d'autre qui fait aussi bien le travail qu'elle, que son impact contrefactuel sera nul, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des relations de cause à effet qui font que peut-être que la personne qui la remplace, ça fait qu'elle va quitter une fonction où elle avait un impact négatif très fort, donc ça va permettre de réduire les torts causés par la personne dans son boulot précédent. Donc voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est incertain qu'on ne doit pas y réfléchir. Alors, je disais que j'ai supposé qu'on avait tendance à négliger les scénarios contrefactuels, à prendre en compte le scénario contrefactuel, mais en réalité, il y a un certain type de contrefactuel qui est assez courant dans le mouvement animaliste, même s'il est mobilisé de façon implicite, qui est de penser à l'impact d'une intervention en comparant celle-ci à la situation de départ pré-intervention. Et ça a comme effet un peu pernicieux de valoriser toute intervention juste parce qu'elle a le mérite d'exister. On se dit, c'est mieux que rien. On compare l'intervention à une situation où on n'aurait absolument rien fait. Pourquoi c'est pernicieux ? C'est pernicieux parce que dans le mouvement animaliste, le scénario qui se présente à nous, c'est pas cette intervention sinon rien, c'est cette intervention sinon plein d'autres possibilités d'intervention. On a
un bouquet d'interventions possibles. Et ça, c'est beaucoup plus ambitieux de comparer notre choix d'intervention à tous les autres choix qu'on aurait pu faire par ailleurs, plutôt que, et idéalement, au meilleur choix qu'on peut raisonnablement trouver en y réfléchissant. Si on arrive à l'identifier. Donc c'est beaucoup plus ambitieux de se demander ce qu'on pourrait faire de mieux, plutôt de constamment se dire que ce qu'on fait c'est bien parce que c'est mieux que rien. Donc par exemple, si on a un budget de 10 000 €, qu'on envisage de les utiliser pour mener une campagne de promotion du végétarisme, il faut comparer cette campagne non pas seulement à une situation où personne ne fait rien et les 10 000 € ne sont pas touchés, il faut comparer notre intervention à toutes les autres interventions qu'on pourrait accomplir avec ces 10 000 €. Donc par exemple, faire pression sur les entreprises pour qu'elles renoncent aux pires pratiques d'élevage, développer des alternatives compétitives à la viande, etc. C'est pour ça que je dis que ce raisonnement contrefactuel, qui est exigeant, il nous force à nous tirer vers le haut, parce que ça impose tout de suite de hauts standards et une habitude d'amélioration continue. Ça incite à se demander honnêtement et régulièrement s'il n'y aurait pas mieux à faire avec nos ressources. Et ça diffuse l'idée que nos actions peuvent toujours être améliorées, qu'on peut expérimenter, peut-être qu'on doit se demander, au moins considérer la possibilité que de nouvelles idées sont plus prometteuses. Ça nous encourage à innover, à tester de nouvelles interventions, à rester flexible aussi dans l'utilisation de nos ressources, à ne pas nous reposer sur nos lauriers et nos victoires, ou simplement le fait qu'on a l'impression d'agir sans se poser la question de si on n'est pas plutôt en train de s'agiter en vain pour les animaux. À l'inverse, du coup, le fait de négliger le raisonnement contrefactuel, ça revient à gâcher continuellement des ressources puisque c'est finalement ne pas les investir dans des interventions qui auraient produit plus de résultats. Pour garder ça à l'esprit, une autre notion qui est très complémentaire de la notion de raisonnement contrefactuel, enfin qui fait tout de suite... qui fait intégralement partie de cette idée, c'est la notion de coût d'opportunité. Je la trouve très parlante, la notion de coût. Et l'idée, c'est simplement que choisir entre plusieurs interventions, c'est toujours nécessaire. Je veux dire, choisir, c'est renoncer. On est obligé, on ne peut pas, juste à cause de l'incertitude, ne pas choisir. Donc on va investir nos ressources, et il faut être conscient que ça a un coût d'investir ses ressources dans une option plutôt qu'une autre, et que ce coût-là, il s'appelle le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, il correspond... en fait, c'est ce qu'on perd en ne faisant pas le meilleur choix. Alors, on ne sait pas forcément quel sera le meilleur choix, mais il faut toujours se dire que peut-être on est en train de faire payer un coût aux animaux en ne cherchant pas et en n'investissant pas dans les options qui produiront le plus de résultats pour eux. Alors on peut se demander comment identifier les meilleures interventions, ce qui est une question absolument cruciale mais très difficile. Mais avant de réussir à les identifier, il faut déjà se permettre, se mettre dans l'état d'esprit que c'est important de considérer les alternatives pour se mettre en position d'investiguer effectivement les meilleures interventions et de prendre des décisions à partir des comparaisons d'impact qu'on aura pu faire. Et ça, cet état d'esprit, ça nous force à voir qu'une intervention, elle n'est jamais bonne ou mauvaise en elle-même. Elle sera toujours meilleure ou pire qu'un autre investissement de ressources, qu'une autre intervention. L'efficacité d'une intervention, elle est donc relative à d'autres interventions, à d'autres efficacités, ce qui peut s'exprimer notamment sous la forme d'un rapport entre son coût et son impact, ce qu'on appelle communément le rapport coût-bénéfice ou le rapport coût-efficacité, qui prend la forme d'un ratio qu'on peut comparer entre différentes interventions. Et ce qui est difficile à imaginer intuitivement, et c'est ce que je disais au début de ma conférence, c'est qu'il y a des interventions qui donnent vraiment beaucoup plus de résultats que d'autres pour la même quantité de ressources investies. Et c'est très difficile de les identifier. L'intuition ne suffit généralement pas dans ce domaine. On a un certain nombre d'exemples qui ont été mentionnés
dans les journées précédentes, notamment la question de la distribution des tracts. Pendant longtemps, le mouvement animaliste a beaucoup investi dans le fait de faire de la diffusion d'informations via des tracts. Il y a eu des études qui ont essayé de quantifier effectivement l'impact que ça pouvait avoir de distribuer de l'information via des tracts. Et on s'est rendu compte, en tout cas, moi j'ai pas en tête les résultats de cette étude, mais ça a été mené, je crois, par Animal Charity Evaluators, qui montrait que c'était beaucoup moins prometteur que ce qu'on avait imaginé autrement, ou que, en tout cas, c'était moins bien que d'autres interventions qui semblaient beaucoup plus prometteuses en investissant la même quantité de ressources. Vous pouvez même vous dire que par défaut, une intervention sera probablement médiocre ou probablement pas incroyable, et que c'est très difficile de trouver celles qui sortent du lot. Et c'est au sujet de ces interventions qui sortent du lot, qui sont particulièrement efficaces, qu'il faut avoir un constant FOMO. J'ai pas précisé au début ce que j'entendais par FOMO dans ma conférence, c'est peut-être pas un terme que tout le monde connaît, mais c'est Fear of Missing Out, ce qui veut dire la crainte, de la peur de manquer quelque chose. Et ben c'est à propos des interventions les plus prometteuses, celles qui nous permettront d'aider le plus d'animaux avec une quantité finie de ressources, c'est à propos d'elles qu'il faut toujours ressentir un constant FOMO. Alors, très rapidement, moi je ne vais pas élaborer dans cette conférence sur comment effectivement mener des recherches pour identifier les interventions les plus prometteuses, mais peut-être pour quand même donner quelques idées. Il y a des façons de discriminer entre les différentes interventions. On peut faire des recherches qualitatives, quantitatives, on peut faire une synthèse de l'expertise des meilleurs spécialistes d'un domaine, on peut consulter les spécialistes pour demander leur avis sur un domaine précis, on peut mener des expériences comme celles que font les économistes en économie du développement pour tester l'efficacité de différents types d'interventions pour scolariser les enfants, par exemple, pour améliorer le taux de couverture vaccinale. En fait, il y a une très grande possibilité d'intervention pour avancer sur ces objectifs-là, et avec des expériences scientifiques qui incluent des groupes contrôle pour jouer le rôle de contrefactuel et bien cerner l'impact propre de l'intervention. On peut comparer l'efficacité relative de différentes interventions pour résoudre un seul et même problème. En résumé pour cette partie, en fait, en prenant en compte les scénarios contrefactuels, on augmente nos chances d'allouer nos ressources aux actions qui ont le plus grand impact possible. Ça crée une dynamique vertueuse d'amélioration continue. Ça permet deux choses qui sont très importantes, même si très difficiles et potentiellement stressantes et inconfortables. Ça permet de ne pas se leurrer sur le fait qu'on a un impact, et ça nous incite à essayer de faire toujours mieux, qui sont deux choses très inconfortables et potentiellement qui nous mettent dans une position de vulnérabilité, à la fois de se rendre compte que ce qu'on faisait n'a pas d'impact, et aussi de constamment se demander si on ne pourrait pas faire mieux. Ça peut être tentant de se dire que toute action est mieux que rien, mais je pense que à la fois il faut effectivement s'encourager, mais à la fois il y a un risque avec ça, qui est un risque de complaisance, qui en fait le fait de se satisfaire de nos efforts, de tous les efforts que le mouvement mène pour aider les animaux, mais qui finalement sert un peu le statu quo, où on va se satisfaire de l'existence sans chercher à faire mieux. Donc là, potentiellement, il y a une première source d'inquiétude qui peut émerger à l'idée de prendre en compte les scénarios contrefactuels, avec des questions de type: est-ce que je fais vraiment une différence pour les animaux, ou est-ce que mon impact contrefactuel est nul? Est-ce que je suis en train d'agir pour les animaux, ou est-ce que je suis en train de m'agiter pour les animaux? Quel coût je fais payer aux animaux en choisissant telle intervention plutôt que telle autre? Et à cette inquiétude, il y a quelque chose d'un peu tyrannique qui peut s'ajouter, qui est de, plutôt que se dire « ce que je fais c'est mieux que rien », c'est de se dire « est-ce que je ne pourrais pas faire mieux ?»
Pour gérer cette difficulté et cette inquiétude, je vais maintenant parler d'une autre outil, une autre méthode pour ne pas se leurrer sur son impact, qui est la théorie du changement. Alors ça, pareil, c'est quelque chose qui a été pas mal évoqué déjà dans les interventions précédentes. Ce que je vais défendre ici, c'est que si vous construisez avec soin votre propre théorie du changement ou celle de votre organisation, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour maximiser votre impact pour les animaux. Qu'est-ce qu'une théorie du changement ? Eh bien, c'est assez simple sur le principe. Ça consiste à décrire aussi précisément que possible ce que vous essayez de faire avec votre intervention. Je me base beaucoup sur un article qui est paru sur le forum de l'altruisme efficace qui s'appelle Theories of Change, Nailing the Basics, donc maîtriser les bases de la théorie du changement. Et donc qui dit une théorie du changement articule explicitement les étapes de cause à effet permettant à un projet ou à une organisation de transformer des ressources en un impact souhaité sur le monde. Généralement, la théorie du changement prend la forme suivante. On a d'abord... alors, bon, ça je préciserai ensuite, mais il vaut mieux construire enfin, c'est indispensable même de construire sa théorie du changement à partir de la dernière étape. Mais en tout cas, le raisonnement chronologique, c'est on détaille d'abord les efforts, les ressources qu'on investit dans notre intervention, qui donnent un certain type de production. Les productions en elles-mêmes ont des effets, et les effets doivent pouvoir être reliés aux résultats qu'on espère avoir avec notre intervention. Alors ça peut paraître simple d'un point de vue extérieur, mais en fait c'est étonnamment difficile et on peut se sentir assez vulnérable au moment de mettre à nu le raisonnement et les relations de cause à effet derrière notre intervention. Parce que expliciter tout ça, c'est potentiellement s'exposer à la critique et c'est mettre en lumière des faiblesses peut-être ou des mécanismes de cause à effet qui sont finalement pas si clairs qu'on pensait évidents, mais quand on les met sur le papier, on se rend compte que peut-être en fait ça va pas du tout se passer comme ça. Peut-être on a négligé un acteur qui va se mettre en travers de notre théorie du changement. Donc voilà, ça peut être assez difficile et en tout cas c'est assez éclairant de le faire parce qu'on peut se rendre compte qu'on avait négligé des choses, qu'on avait pris pour acquis des mécanismes de cause à effet qui en fait ne se vérifient pas. Et c'est un point qui est rappelé dans l'article que j'ai mentionné, c'est que en fait c'est vraiment particulièrement utile et important pour des associations à but non lucratif de mettre à plat leur raisonnement derrière leurs interventions, parce que une association peut se perpétuer pendant des années et des années en recevant des financements sans réellement produire de résultats sur le problème qu'elle essaye de résoudre, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises à but lucratif qui, c'est la citation, si une entreprise à but lucratif repose sur une mauvaise idée ou qu'elle est mal exécutée, ses revenus seront faibles et elle fera rapidement faillite. En revanche, si une ONG est inefficace, elle peut traîner pendant des années sans avoir d'impact, gaspillant au passage des fonds et des talents limités. Alors, je vais maintenant partager deux ingrédients que je trouve, qui sont indispensables pour construire une théorie du changement qui remplit bel et bien sa fonction. Le premier point, c'est qu'il faut la construire à rebours, à partir de son objectif. Et le deuxième point, c'est qu'il faut la rendre falsifiable. Je vais revenir sur cette notion de falsifiabilité. Et peut-être éventuellement un troisième point, c'est qu'il faut effectivement l'utiliser vraiment. Et notamment, il faut être capable de prendre des décisions, y compris difficiles, à partir des conclusions qui émergent de notre théorie du changement. Alors, pourquoi construire sa théorie du changement à partir de son objectif ? Je pense que le principal, en fait, c'est un garde-fou pour se protéger de soi-même.
Parce que c'est un peu ce que je disais dans la première partie, la réflexion stratégique, c'est quelque chose de difficile, de stressant. Parfois, ça nous amène à des conclusions qu'on n'aurait pas envie de suivre parce qu'elles sont inconfortables. Typiquement, mettre fin à une association, se lancer dans une intervention qu'on n'a pas envie de faire parce que ça ne nous attire pas comme type de travail, etc. Donc, pour éviter de se confronter aux questions et aux conclusions difficiles, inconfortables que la réflexion stratégique soulève, on met en place des stratégies d'évitement. Ça, c'est... Je veux dire, tout le monde met en place des stratégies d'évitement pour éviter les situations inconfortables. Et je dirais même qu'on est capable de déployer vraiment une énergie et une créativité énorme pour ne surtout pas avoir à changer d'avis et à tirer les conclusions de ce que les faits objectivement nous montrent. L'un des mécanismes d'évitement le plus puissant, c'est le raisonnement motivé. Le raisonnement motivé, c'est un phénomène psychologique par lequel on forme nos croyances, nos jugements, et à partir duquel on prend des décisions, mais en fonction de nos désirs et de nos préférences, plutôt qu'en fonction de nos objectifs. Ou plutôt en fonction de notre objectif qu'on s'est fixé. Donc concrètement, ça ressemble à quoi ? D'abord, on agit, et ensuite seulement, on trouve des raisons et des justifications à pourquoi on a agi de cette façon. C'est ce qu'on appelle... il y a le raisonnement motivé, c'est ce qu'on appelle le... Excusez-moi, il y a le terme qui m'échappe. Voilà, la justification a posteriori. On rationalise a posteriori. Merci. Alors, il y a un animaliste anglophone qui est notamment... j'en profite pour mentionner qu'il est co-host du podcast How I Learned to Love Shrimp, qui est vraiment un excellent podcast anglophone qui invite des figures du mouvement animaliste, notamment du mouvement animaliste inspiré par l'altruisme efficace. Donc, il a également une newsletter, un Substack, qui s'appelle Understanding Social Change. Et il décrit le phénomène du raisonnement motivé de la façon suivante. Il dit « Lorsque les preuves ne correspondent pas aux croyances préexistantes d'une personne sur le fonctionnement du changement social, elle ajustera sournoisement son hypothèse plutôt que d'admettre que sa théorie précédente était erronée. » Le raisonnement motivé, il est alimenté notamment par le biais de confirmation, qui est un réflexe, là encore, spontané, qui consiste à rejeter les informations qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on pense déjà, même s'il s'agit de preuves a priori solides, fiables, objectives, issues de recherches scientifiques qu'on pourrait avoir nous-mêmes commandées d'ailleurs. Ça consiste aussi à accueillir au contraire à bras ouverts tout ce qui confirme ce qu'on pense déjà, même si ce sont des informations peut-être de pas très bonne qualité. Donc une façon de contrer le raisonnement motivé, c'est vraiment de construire sa théorie du changement à partir de l'objectif et non pas à partir de ce qu'on a prévu de faire. Et l'enjeu, ça va être de construire sa théorie du changement, de l'élaborer, d'élaborer sa stratégie avec un rétroplan. L'idée, c'est de chercher la meilleure intervention qui pourra résoudre le problème, plutôt que de commencer par une intervention et d'essayer de trouver une histoire plus ou moins plausible sur comment elle peut nous aider à arriver à l'intervention. En faisant ça, en fonctionnant avec un rétroplan, vous allez vous protéger de vous-même et de votre raisonnement motivé, de votre biais de confirmation et de votre tendance à ne pas vous retrouver dans des situations trop inconfortables. À nouveau, un extrait de cet article que je vous encourage à aller lire. Travailler à rebours réduit votre susceptibilité au biais de confirmation, car au lieu de vous demander quelle preuve puis-je trouver que cette intervention provoque l'effet désiré, vous êtes forcé de vous demander quelle intervention est la plus efficace pour provoquer l'effet désiré, votre objectif. Parce qu'après tout, on est là avec un objectif, on n'est pas là pour mettre en place une intervention parce que c'est l'intervention qui nous fait plaisir, on est là pour avancer sur notre objectif, et c'est ça qui doit venir en premier dans notre réflexion stratégique.
C'est ce vers quoi on doit constamment revenir, en fait. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Quel est notre objectif? Comment on sait si on s'en rapproche ou non? C'est vraiment ce genre de questions qu'on doit constamment se poser. Donc, en plus de travailler sa théorie du changement à rebours, un autre point très important, c'est de la rendre falsifiable. On a vu qu'une théorie du changement articule explicitement les étapes de cause à effet entre les efforts, les productions, les effets et les résultats. Et en fait, chaque mécanisme de cause à effet que j'ai matérialisé ici comme une flèche, en sachant qu'il peut y en avoir beaucoup plus, chaque mécanisme de cause à effet va reposer sur des hypothèses. Ce sont des histoires, c'est des scénarios, des hypothèses sur comment vous allez passer d'une case à une autre. Et en fait, ces hypothèses-là, elles doivent être falsifiables. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir les tester, on doit pouvoir dire si elles sont vraies ou fausses, on doit pouvoir les éprouver empiriquement en faisant des expérimentations dessus. On doit pouvoir dire si on avait suffisamment d'informations sur le monde, on devrait pouvoir conclure si elles sont vraies ou fausses. On doit pouvoir les investiguer. Et c'est d'ailleurs, en fait, c'est vraiment un principe de base de la science. L'épistémologie scientifique met une importance très importante sur la falsifiabilité des hypothèses parce que c'est une garantie d'objectivité, c'est un engagement envers la découverte de la vérité. Parce que, à l'inverse, si les hypothèses sur lesquelles repose votre théorie du changement ne sont pas falsifiables, ça veut dire que vous ne pouvez jamais avoir tort. Et ça, c'est un énorme red flag pour votre théorie du changement, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment en train d'essayer de trouver la meilleure stratégie. Vous êtes en train de protéger ce que vous êtes déjà. Ça veut dire que vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous savez déjà ce que vous allez trouver, qui est en fait ce que vous voulez trouver, et vous êtes en train de faire semblant de réfléchir à la stratégie. Donc les hypothèses non falsifiables, ce sont des hypothèses qu'on va modifier de manière ad hoc. C'est des hypothèses ad hoc qu'on va ajouter au fil de l'eau pour préserver notre stratégie, même quand elle est confrontée à des faits contradictoires, des faits qui la fragilisent, qui semblent incohérentes. C'est une défense face aux attaques et en fait c'est au service du statu quo, alors même qu'on avait vu que pour être dans une démarche d'amélioration continue, il faut être capable de pivoter avec flexibilité vers des interventions plus prometteuses. Donc ça c'est évidemment un gros problème parce qu'une hypothèse qui ne peut pas être vérifiée, en tout ou même en partie, ce n'est qu'une spéculation pure et simple. Et évidemment, on ne veut pas que notre théorie du changement, c'est-à-dire notre plan pour atteindre notre objectif, ne soit qu'une spéculation pure et simple. Ça serait une énorme catastrophe en termes de crédibilité, d'efficacité ou même de sens qu'on donne à nos actions en tant que militants pour la cause animale. Ça veut dire que vous ne pourrez pas vous améliorer, vous pourrez pas maximiser votre impact. Peut-être que on peut le dire de façon plus ou moins dramatique, mais c'est vraiment dramatique parce qu'on peut passer toute notre vie à se leurrer sur son impact et à penser qu'on aide les animaux alors qu'en fait on les aide soit pas du tout, soit beaucoup moins que ce qu'on imagine. Et en tout cas, on passe à côté d'opportunités de faire beaucoup mieux. Avec une théorie du changement bien construite, c'est-à-dire falsifiable et construite à partir de l'objectif, vous pouvez identifier clairement quelles sont les données, quelles sont les informations qui pourraient vous faire changer d'avis sur la validité de vos hypothèses, de vos relations de cause à effet sur laquelle se base votre action. Et dans ce cadre-là, si une de vos hypothèses ne se vérifie pas, en fait, c'est pas grave. Au contraire, c'est une information. C'est quelque chose que vous allez pouvoir... vous aurez appris quelque chose, donc vous allez pouvoir modifier votre stratégie, votre théorie du changement, ce qui veut dire que vous vous rapprochez de votre objectif. Parce que vous améliorez votre façon d'agir et vous allez probablement avoir plus d'effet sur le monde grâce au fait que votre stratégie sera informée par des hypothèses plus fiables, davantage vérifiées et davantage vraies, tout simplement. Donc,
dans ce cadre-là, c'est un peu en lien avec ce que je disais, de si vous vous rendez compte qu'une de vos hypothèses se révèle fausse, c'est qu'avec cet état d'esprit-là, mettre fin à une intervention, pivoter des ressources qu'on avait investies jusqu'ici dans une intervention pour la dédier à quelque chose de totalement nouveau, c'est pas du tout vu comme un échec. Parfois, on peut se dire que mettre fin à une asso après avoir investi beaucoup de ressources, c'est vraiment dommage. Ça veut dire qu'on a gaspillé des ressources, etc. Mais en fait, avec une théorie du changement, le fait de prendre ce genre de décision à partir d'une théorie du changement bien construite, ça veut vraiment dire que vous êtes en train de progresser dans votre façon d'aider les animaux et que vous êtes vraiment fidèle à la mission que vous vous êtes donnée. C'est vraiment un progrès. J'insiste vraiment sur le fait que en pensant à la réflexion stratégique de cette façon, ce qui pouvait préalablement paraître comme des échecs, des abandons, le fait de changer d'avis, de ne pas être sûr, etc. En fait, c'est un signe que vous êtes vraiment intègre et motivé à aider le plus possible les animaux. Parallèlement à ça, un autre avantage au fait de travailler sur cette théorie du changement, c'est que ça vous force à définir soigneusement vos objectifs et les mesures qui vont vous permettre de mesurer votre progrès. Parce que ça force à se poser un certain nombre de questions qu'on peut éviter pendant très longtemps, tant qu'on ne met pas à plat sa théorie du changement. Des questions de type « Qu'est-ce que je vais essayer d'influencer avec mes actions ? Pourquoi ça plutôt qu'autre chose ? Comment je vais mesurer mon progrès ? Qu'est-ce que je vais essayer de changer ? Est-ce que j'essaye de changer la quantité de souffrance, le nombre d'individus, la quantité de viande produite en tonnes, le nombre d'espèces ? Il y a beaucoup de façons de définir ses objectifs et de mesurer son impact. Et en fonction de ce que vous allez choisir, ça ne va pas du tout donner la même image du problème. On l'a vu dans la conférence précédemment. Et ça ne nous incite pas à mettre en place le même type d'action. Et avec les mauvaises mesures, en tout cas avec un certain type de mesure plutôt qu'une autre, on peut optimiser vers des résultats qui n'étaient pas ceux qu'on avait envisagés au début. Par exemple, si vous vous posez comme objectif de réduire de 50% la consommation de viande moyenne par personne et par an en kilos, qui est une information qui nous est donnée par France Agrimaire tous les ans et qui est autour de 83-85 kilos de viande par personne et par an. Et si on optimise nos actions dans ce but, sans s'en rendre compte, on peut augmenter la quantité de souffrance animale. Une illustration de ça, c'est ce qu'on appelle le problème des petits animaux, le problème de la substitution de la consommation de viande de gros animaux vers des petits, où en fait... Une chose qu'a réalisé L214, c'était l'année dernière, je crois, en regardant justement les chiffres de France Agrimaire, c'est que la quantité moyenne de viande consommée par Français et par an stagnait autour de 85 kilos. Donc la consommation de viande ne réduisait pas, ce qui est en soi quelque chose d'inquiétant. Mais en fait, si on décortique les différents types d'animaux au sein de ces 85 kilos de viande, on se rend compte que depuis des décennies, on a une tendance vraiment d'augmentation de la consommation de viande de volaille. Donc en fait, à quantité fixe, stagnante de quantité de viande produite, on a beaucoup plus d'animaux qui sont tués chaque année par rapport à il y a 10 ans ou du fait de la substitution vers de plus petits animaux. Donc tout ça pour dire qu'en fonction de ce que vous regardez, vous n'allez pas voir la même chose et vous n'allez pas pouvoir construire la même stratégie. Donc voilà, pour conclure sur la théorie du changement, une théorie du changement permet de ne pas se leurrer sur ce qu'on est en train de faire. Et tout aussi important, parce que l'idée c'est de ne pas se leurrer soi-même, et c'est d'être trop clair sur ce qu'on fait soi-même, mais tout aussi important, c'est aussi ne pas leurrer les autres sur ce qu'on essaye de faire, notamment les financeurs ou le reste du mouvement. Il y a vraiment...
avec l'exercice de la théorie du changement, un effort de transparence et d'honnêteté sur ce qu'on essaye de faire, sur nos incertitudes, parce qu'en fait, une théorie du changement, la première fois qu'on le couche sur le papier, elle sera bourrée d'hypothèses incertaines. Mais c'est le jeu, en fait, c'est le fait de pouvoir au moins être au clair sur ce qu'on essaye de faire pour ensuite se poser les bonnes questions et aller chercher les bonnes informations pour être sûr que nos actions ont bel et bien l'effet qu'on essaye d'avoir sur le monde. Je pense que tout animaliste dont l'objectif est d'aider le plus possible les animaux devrait ressentir une forme d'inquiétude, de fébrilité à l'idée que non seulement on peut se leurrer sur son impact, qu'on peut toujours faire mieux et qu'il y a un certain nombre d'hypothèses non vérifiées sur laquelles on s'appuie malgré tout pour essayer de changer les choses et qu'il y a une part d'incertitude qui sera toujours là. Donc on se pose tout un tas de questions, ça c'est peut-être un peu les questions qui émergent quand on se pose la question de son impact contrefactuel et qu'on met à plat sa théorie du changement. Donc c'est inconfortable et je pense qu'une façon de malgré tout gérer ce stress, ces incertitudes, enfin ce que je veux dire c'est que je pense que toutes ces émotions négatives, on devrait les gérer collectivement à l'échelle du mouvement. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus, ça sera beaucoup plus efficace de cultiver une culture militante et de faire en sorte que les membres du mouvement s'acculturent à la gestion de l'incertitude, à la construction d'une théorie du changement, au fait de dédramatiser le fait de changer d'avis et de changer d'intervention. Je pense qu'il y a vraiment au niveau collectif quelque chose à améliorer. Pour que tout le mouvement soit tiré vers le haut. Une façon de faire ça, déjà, c'est de se rendre compte qu'on est des êtres sociaux et que l'environnement dans lequel on évolue, il joue énormément sur les choix qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre. Et moi, j'aime bien voir ça comme un système de punition-récompense. Ou d'incitation versus découragement. Enfin, dans le sens où les normes du milieu social dans lequel on évolue vont beaucoup jouer sur ce qui va nous paraître attrayant ou non. Et actuellement, on peut recevoir des récompenses pour nos interventions. Ce que j'entends par récompense, ça va être de la couverture médiatique, le fait de recevoir des dons, d'avoir beaucoup de donateurs dans sa base de donateurs, le fait d'avoir une reconnaissance par les pairs pour ce qu'on est en train de faire, le fait de recevoir beaucoup de compliments, etc. Donc on peut recevoir des récompenses pour nos interventions, ou alors des punitions, donc de l'indifférence pour ce qu'on est en train de faire, voire un rejet, ou alors une forme d'opacité, dans le sens où les gens ne savent pas trop ce que vous êtes en train de faire, du coup ils ne s'y intéressent pas, ils trouvent ça compliqué, ou alors pas intéressant, pas prometteur, ou alors ça paraît très welfariste, et on se dit que c'est probablement pas ce qu'il y a de mieux à faire pour les animaux. Bref, il peut y avoir des réactions spontanées à ce que font les gens, qui ne sont pas nécessairement alignées avec l'efficacité réelle des interventions. Et je pense qu'on devrait réorganiser ou encourager une évolution du système de punition-récompense du milieu animaliste. Bon, je pense qu'il faudrait trouver une autre formulation pour dire ça. Je veux bien vos suggestions. Pour ça, ça passe par le fait d'encourager un certain nombre de valeurs et de normes que j'ai résumé ici brièvement. Alors je pense qu'on pourrait vraiment développer 1000 fois plus ce que je vais vous présenter là sous forme de bullet points, mais pour les citer un par un, il y aurait ce qu'on appelle la growth mindset, qui est un état d'esprit d'amélioration continue, qui valorise le fait de changer d'avis, de ne pas être sûr, de mettre en avant ses incertitudes, d'être bien au clair sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et de ce qu'on aimerait savoir pour telle raison, etc. Une forme de transparence. Bon, là, j'ai un peu dérivé de growth mindset, mais un état d'esprit d'amélioration continue. Également, ce qu'on appelle Scout Mindset. Ça, c'est le titre d'un livre de Julia Galef, qui fait partie de la communauté rationaliste, qui est tout simplement un état d'esprit de recherche de la vérité plutôt que de défense du statu quo ou de formes de croyances fausses auxquelles on est attaché.
La culture du feedback dont j'ai un peu parlé l'autre jour, et puis un certain nombre de valeurs. Après, il faut trouver les façons correctes de les implémenter, de les encourager, mais je peux les lister comme la transparence, l'honnêteté, la collaboration, la coopération, la bienveillance, le fait d'être charitable envers autrui, etc. Et puis j'ajouterais quand même que cette culture-là, je pense que ça devrait être une culture aussi qui est explicite et qui rappelle constamment que gâcher des ressources, gâcher les ressources du mouvement, ça relève de la tragédie morale. C'est vraiment en lien avec la notion de coût d'opportunité dont je parlais précédemment. Le coût d'opportunité, il est payé par les animaux. En faisant des choix sous-optimaux, c'est plus d'animaux qui souffrent. Et pour revenir en lien avec ce que je disais vraiment dans l'introduction, qui est fait que personne ici est indifférent à ce que vivent les animaux, mais le fait d'être indifférent ou de négliger le fait qu'on pourrait mieux les aider, ça a les mêmes conséquences pour les animaux que si on était indifférent totalement à leur sort. Alors, bon, je pense que vous avez compris qu'il y a quand même une différence importante, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de conséquences pour eux, ça peut revenir au même dans certains cas. Je vous ai mis quelques références de textes que j'ai lus ou relus en préparant cette conférence et que je trouve vraiment précieuses. Donc aussi bien des articles sur qu'est-ce qu'un contrefactuel, comment construire une théorie du changement, le livre de Julia Galef qui est vraiment excellent, qui n'a pas été traduit pour l'instant à ma connaissance. Des choses sur qu'est-ce qu'une hypothèse infalsifiable, sur le fait de considérer que la réflexion stratégique plutôt sur le fait qu'on pourrait concevoir la culture du mouvement comme une façon de surmonter collectivement notre indifférence collective due au fait qu'on a une rationalité limitée et tout un tas de biais issus de l'évolution, etc. Et je finirai par une petite citation inspirante que je n'ai pas traduite ici, mais qui, je pense, pourrait se traduire par utiliser ou s'appuyer sur notre capacité à avoir des raisonnements rationnels. Bon, c'est pas... comment je pourrais traduire ça ? S'appuyer sur la capacité de notre cerveau à raisonner de façon rationnelle. Nous pouvons vraiment collectivement surmonter notre indifférence et reconnaître que, certes, une mort, c'est une tragédie, mais 1 million de morts, c'est d'autant plus une tragédie, et c'est effectivement 1 million de fois plus une tragédie, d'une certaine façon. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre quelques questions. Alors, allô ? Ouais. Alors, merci Axel pour ta présentation. Ça m'a beaucoup plu et surtout la première partie, les trucs sur les coûts d'opportunité, tout ça, je pense que c'est des notions qui sont vraiment importantes. Je suis très content que tu en aies parlé. Il y a un truc qui m'a un peu plus rendu un peu sceptique, on va dire, c'est la partie sur la théorie du changement et le fait qu'elles doivent être falsifiables. Alors tu pourras me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu avais l'air de dire que c'était la meilleure chose à faire en général, voire qu'il faut se limiter que à ça. Et pour moi, ça ressemble quand même pas mal beaucoup à du scientisme. Donc moi je suis scientifique à la base, hein, j'ai fait de la recherche scientifique, donc j'ai une très bonne opinion de la démarche scientifique, mais je pense qu'elle n'est pas applicable partout, et en particulier on peut l'utiliser que quand on a des objets, des systèmes suffisamment simples pour pouvoir être modélisés et pour pouvoir faire des mesures qui valent quelque chose. Quand on parle de la société en général, on a un système tellement compliqué, en fait, qu'on n'est juste pas capable de le faire. Si on se limite aux choses qui sont falsifiables, qui sont mesurables, etc., en fait, on induit un biais de cadrage, un biais de mesurabilité qui peut en fait faire plus de dégâts
que d'utiliser d'autres heuristiques ou de nos intuitions ou voilà, des trucs un peu moins scientifiques, on va dire. Et donc pour moi, il y a un vrai risque, si on se limite qu'à ça, en fait, d'être beaucoup moins efficace que ce qu'on pourrait. Donc voilà, j'aimerais bien que tu me dises si pour toi c'est vraiment la seule ou meilleure chose à faire ou si c'est une chose à faire parmi d'autres. Merci beaucoup, je pense que c'est... Merci de rappeler ça, je pense que c'est très pertinent. Je pense que dans tous les cas, une théorie du changement, c'est une version simplifiée, c'est un modèle, ça ne représente pas ce qui se passe réellement, c'est imparfait, c'est un outil pour au moins nous forcer à clarifier ce qu'on essaye de faire. Je pense que ça reste important de le plus possible identifier à quel point les hypothèses qui sont sous-jacentes et qui restent implicites, enfin expliciter autant que possible les hypothèses sur lesquelles repose notre théorie du changement, je pense que ça reste fondamental. Après, à quel point toutes les hypothèses peuvent effectivement être vérifiées ou pas si on avait beaucoup plus de connaissances, j'ai l'intuition que ça reste vrai. Je voudrais bien peut-être, si tu as un exemple d'hypothèse qui ne serait pas... une théorie du changement qui reposerait sur des hypothèses non falsifiables. Je veux bien que tu me donnes peut-être un exemple. Oui, je peux te donner un exemple. Par exemple, la théorie de la valeur en économie. On a la théorie de la valeur subjective, on a la théorie de la valeur travail. En fait, si tu regardes les débats en économie pour savoir quelle est la bonne théorie de la valeur, en fait, on trouve souvent qu'on arrive forcément à des pétitions de principe. On ne va pas pouvoir déterminer quelle est la bonne théorie de la valeur. Enfin, le débat est encore en cours, hein, mais pour l'instant, en fait, une bonne partie de l'économie est infalsifiable. Ok, super intéressant. Merci beaucoup pour ta remarque. C'est pas une question, le classique, mais je pense que beaucoup de choses que tu as dites, de choses qu'on devrait mieux faire, peuvent vraiment s'incarner grâce au feedback. Je pense que le feedback, ça peut vraiment être une pierre angulaire essentielle du fait qu'on se tienne responsables les uns les autres, de bien faire tout ce que tu as dit. Et voilà, je pense, moi je serais très heureux si suite à ces estivales, on se faisait collectivement plus de feedback et que si par exemple dans les 2 jours qui restent, il y a plus de feedback qui sont donnés, des gens qui osent aller dire quelque chose à quelqu'un de critique, ça peut être aussi de positif, hein, mais je pense que c'est une très très bonne façon de vraiment concrétiser tout ça et de faire en sorte que ces valeurs se diffusent dans notre mouvement. Oui, moi c'était pour revenir sur la théorie du changement où tu avais le petit schéma avec résultat, enfin j'ai un peu oublié les mots qu'il y avait, mais j'ai un petit peu eu l'impression que c'était les mêmes mots, enfin j'arrivais pas à distinguer exactement qu'est-ce qu'il fallait faire au premier mot, qu'est-ce que c'était le deuxième mot, enfin les différences exactes qu'il y avait. Ah oui, je pense que j'aurais dû donner un exemple plus précis. Il y a quelques associations françaises animalistes qui ont mis à plat leur théorie du changement et on peut les retrouver sur leur site internet. C'est notamment le cas de Convergence Animaux-Politique, de Assiette Végétale et peut-être aussi publiquement de l'ONEI. Mais en gros, les 4 cases, donc c'est inputs, donc c'est les efforts, les ressources. C'est la première étape, c'est l'intervention en elle-même que vous allez mettre en place. La deuxième case, c'est les effets de vos efforts, donc c'est les outputs. La troisième case, c'est les résultats qui découlent de l'effet de vos efforts. Et la dernière case, c'est en quoi les résultats que vous obtenez avec votre intervention permet effectivement et relié à votre objectif final, donc par exemple réduire la souffrance des animaux. Si on devait, je pense que tout à l'heure Keivan a mentionné à l'oral un raisonnement de ce type, donc c'est par exemple
On va, donc pour reprendre la théorie du changement d'assiette végétale, on va former des chefs à... Est-ce que tu veux nous refaire ta théorie du changement? Mais vous faites quoi à part former des chefs? Non, bon, c'est à la fois du lobbying politique et faire en sorte que la restauration collective augmente la part de repas végétariens servis, ce qui a pour effet de réduire le nombre d'animaux effectivement dans les assiettes des étudiants français, ce qui a pour effet qu'il y a moins d'animaux, on peut l'espérer, c'est une hypothèse à vérifier, qu'il y a moins d'animaux qui sont élevés pour finir dans les assiettes, que ça réduit donc la durée de la souffrance des animaux et vivant en élevage. Donc voilà, c'est vraiment je ne sais pas si tu vois un peu plus clairement les différentes choses qu'on peut mettre dans la théorie du changement. Tu te demandais où étaient les animaux dedans, c'est ça ? C'était pas vraiment où étaient les animaux, mais plus concrètement les actions à mettre en œuvre pour si je veux appliquer cette théorie du changement, qu'est-ce que je dois regarder à chaque étape. Mais il me semble avoir mieux compris. Mais ça me fait penser un peu à ce que j'avais appris en animation pour l'évaluation. C'est voir en fait quels moyens j'ai mis en œuvre, qu'est-ce que j'ai fait concrètement. Et ensuite, quel impact ça a eu directement, puis ensuite, le but, l'objectif opérationnel, et ensuite les objectifs généraux qui sont plus lointains. C'est un peu ça ? Oui, ça semble correspondre à un modèle de théorie du changement, oui. C'est bien, je trouve que c'est vraiment bien d'attirer l'attention sur tous les points qui ont été abordés. Je suis un petit peu anxieux de l'effet que ça peut produire. Beaucoup d'entre nous n'avons pas une très bonne estime de nous-mêmes et on a tendance à essayer de combler cette estime en s'occupant des autres, en essayant d'être utile pour les autres. Et là, il y a une sorte d'impératif qui est mis d'être le meilleur dans l'absolu quasiment, d'avoir l'impact le meilleur dans l'absolu. Et je pense que ça peut être très, trouver le terme, mais fragilisant pour beaucoup d'entre nous, de sans cesse avoir à se comparer avec le meilleur possible. Et que beaucoup d'entre nous n'avons pas besoin de ça. On a déjà des difficultés à vivre. Et que ton intervention, elle est bien, mais elle fait l'impasse sur justement ce qu'on est, avec nos vulnérabilités, nos incapacités, nos fragilités, etc. On n'a pas tous les mêmes capacités d'action. Il y a des histoires de classe sociale, il y a des histoires de neuroatypisme, enfin, il y a des histoires de plein de choses, des histoires de fric, d'environnement. Je sais pas, j'ai plein de points à aborder autour de ça, je vais pas y arriver. Il y a aussi une histoire de plaisir, c'est-à-dire que il y a des actions qui sont peut-être pas les actions optimales qu'on peut imaginer totalement, mais qui sont des actions qui nous font du bien. Alors, il ne s'agit pas pour autant de confondre agir pour les animaux et se faire de la thérapie. Je veux dire, quand on peut marier les deux, c'est très bien. Mais je veux dire, il ne faut pas justement se leurrer et en fait s'occuper que de soi en se disant qu'on s'occupe des animaux. Mais le fait d'être dans quelque chose qui nous procure de la satisfaction aussi de façon concrète, pas uniquement la satisfaction de se dire qu'on est utile pour les autres, pour les animaux, etc. Ça peut aussi nous permettre de durer dans le temps, d'avoir un effet, etc., qu'on n'aura pas si on se force à faire des trucs qui, au final, ne nous correspondent pas, etc. Et je pense que tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et aussi, que cet impact négatif dont je parle, je pense qu'il peut être important et toucher beaucoup de gens.
au fur et à mesure qu'il y aurait par exemple une culture comme ça de la performance, parce que ça revient un peu à ça, qui se propage, et qu'il faut vraiment que le mouvement aussi cultive un souci de l'hygiène mentale, de la santé mentale, en fait, et qu'il y ait une solidarité collective les uns vis-à-vis des autres, et un truc d'entraide. De toute façon, c'est quelque chose qu'il faut d'ores et déjà, il n'y a pas besoin de... Mais je veux dire qu'il faut d'autant plus développer qu'on est dans un truc ambitieux et qui risque de laisser plein de gens sur le pavé d'une façon qui nécessairement n'est pas juste de toute façon. Oui, merci beaucoup d'avoir soulevé ce point. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur ma première slide, j'avais mis plein d'émojis avec des émotions vraiment de stress, et un peu la façon dont je parlais de ma conf avant de la faire, c'est que ça allait être une conf tyrannique. Et en fait, je me suis bien rendu compte de ça. Et c'est pour ça qu'au début de ma conférence, je disais que en fait, ce que j'allais présenter, c'était destiné à une personne qui n'existe pas, à savoir une personne dont le seul objectif dans la vie, c'est de maximiser son impact pour les animaux. Et en fait, cette personne n'existe pas parce qu'on est des êtres... on n'est pas des êtres purement... on n'est pas des machines. On a d'autres objectifs dans la vie que d'aider le plus possible les animaux et le plus d'animaux possible. C'est normal, c'est le cas pour absolument tout le monde. Et du coup, je pense que j'ai pas réussi à trouver une façon à la fois de présenter ces outils-là dans leur... En fait, j'ai voulu vraiment saisir pourquoi ces outils étaient si importants, et je pense que j'aurais eu plus de mal à expliquer le fonctionnement de ces outils et la valeur de ces outils si j'avais pas pris cette position absolue sur l'impact, en fait. Et que j'avais vraiment envie de faire passer le message qu'on peut vraiment faire de la merde sans s'en rendre compte si on n'a pas en tête ces outils-là. Après, ça reste à nous de voir à quel point on veut les utiliser ou pas, parce qu'on a d'autres objectifs dans la vie. Et enfin, moi, personnellement, ce que je me dis, c'est que j'ai pas signé pour consacrer ma vie à aider les animaux. J'ai pas choisi d'être née. J'ai un peu cette idée que je dois rien à personne. Mais en fait, après, ça reste propre à chacun. Tout le monde n'a pas la même vision morale sur la question de l'obligation morale de résoudre les problèmes dans le monde. Ça fait partie des débats en philosophie morale de à quel point on a une obligation morale à aider les autres. C'est un thème classique en philo-morale. Je veux dire, Peter Singer, tout début des années 70, a écrit un article qui s'appelle Famine, richesse et moralité, qui pose ce débat-là. C'est à quel point on doit sacrifier une partie de notre confort, mais peut-être où est la limite, en fait, entre à quel point on doit s'investir pour aider des gens qui sont worse off, qui sont dans de pires situations que nous. Et en fait, moi, je tranche pas la question pour vous. Juste, je vous dis, il y a ces outils-là, et quand vous êtes dans un mood où vous voulez faire mieux pour les animaux, ces outils-là, ils vont vraiment vous aider à le faire. Mais c'est pas à moi de dire que vous devez consacrer votre vie à maximiser votre impact pour les animaux. Donc effectivement, je pense que ça mériterait en tout cas, dans la construction de la culture dont j'ai parlé à la fin, je suis d'accord que c'est très très important de clarifier ça et de permettre un accompagnement ou une prise en charge collective, une solidarité, une culture saine du mouvement, comme tu disais, je ne sais plus quel terme tu as utilisé, une hygiène de santé mentale, et que c'est effectivement très important. J'en ai pas parlé ici, mais je suis totalement d'accord que c'est indispensable. Ouais, moi j'ai trouvé la conférence vraiment super intéressante, donc merci beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse depuis assez récemment, la théorie du changement, et je me demandais comment la faire dans les dynamiques qui évoluent en fait constamment. Est-ce qu'il faut la refaire régulièrement pour que ça ait du sens? Est-ce que tu aurais une forme de suivi de théorie du changement à conseiller? Alors,
très clairement, oui, je pense qu'une théorie du changement, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui doit être réévalué, ajusté constamment. C'est un outil, c'est pas quelque chose de fixe. C'est pas je fais ma théorie du changement et c'est bon, je la range dans le placard et je continue ce que je fais. C'est un outil qui doit s'adapter au fait que le monde change, que beaucoup de choses changent. Donc c'est effectivement, je pense qu'une théorie du changement, c'est quelque chose de dynamique à réajuster. J'ai pas forcément de recommandations sur, par exemple, la temporalité ou la façon de la changer. Je pense qu'il faudrait demander leur avis, leur retour d'expérience aux personnes qui l'ont mise à plat, qui s'en servent. Ça serait génial d'avoir un atelier aux Estivales sur les gens qui ont fait leur théorie du changement, comment ils l'utilisent, cet outil-là. Et peut-être que dans l'article que j'ai mis dans les ressources, là, Nailing the Basics, il y a peut-être des éléments plus précis sur comment l'utiliser une fois qu'on l'a construite. Parce que voilà, une théorie du changement, on l'a construite, mais en fait, c'est le début. Quand vous l'avez construite, c'est un peu le début de ce que vous pouvez en faire. Il reste de la place pour des ateliers libres en soirée, donc n'hésitez pas si vous voulez proposer d'animer un atelier sur ce thème. Dernière question. Personnellement, quand je ne suis pas en train de militer de manière efficace ou la plus efficace possible, je ne suis pas en train de militer du tout. Et j'ai l'impression que quelque chose qui me donne la capacité de militer, c'est d'avoir une bonne santé psychologique. Et donc c'est une ressource qui est très importante et c'est une critique qui rejoint la manière dont j'avais rebondi sur la conférence précédente. Il me semble qu'il manque dans ce que tu as dit, ou alors je ne l'ai pas bien détecté, la façon d'avoir de la croissance aussi personnellement dans sa militance, dans ce dont tu as parlé ici. Et ça rejoint un peu ce qu'a dit Yves B sur la façon d'obtenir du plaisir aussi dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que si dans tout ce qu'on fait, ça doit nous donner envie aussi d'en faire plus après. Et parce que sinon on fait peut-être un truc qui est super optimal et puis après on en a marre et puis on milite pendant 2 ans et on arrête. Et pour moi, ce côté, prendre plaisir aussi ou avoir de la reconnaissance personnelle qu'on se donne à soi-même pour ce qu'on a fait, alors ça peut passer dans l'efficacité, hein, bien sûr, c'est une partie importante, mais sans cette dimension croissance personnelle dans sa militance, je pense que c'est assez court-termiste finalement comme vision d'optimisation. Et voilà, peut-être tu pourras rebondir là-dessus. Et si j'aimerais bien aussi savoir comment tu appliques ce que tu as présenté là à ton cas personnel, parce que le côté objectifiable dans le cadre d'un changement culturel dans lequel toi tu es engagé, ça me semble compliqué. Merci beaucoup pour cette question qui me rend vulnérable. Alors moi j'ai commencé à mettre à plat ma théorie du changement, mais clairement elle n'est pas aboutie. Enfin, donc moi je travaille comme journaliste et comme tu le soulignes, l'impact journalistique est extrêmement nébuleux. C'est très difficile de savoir quel impact ont mes articles sur le lectorat. C'est impossible de savoir à quel point ça change des choses dans leur comportement, dans leurs croyances. On pourrait imaginer des expériences qui pourrait permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe à la lecture de mes articles, mais c'est pas prévu, que ça n'existe pas, et je vois difficilement la mise en place de ça. Moi, là, ce que j'ai prévu de faire, enfin, une des choses que j'aimerais faire pour justement éclairer à quoi ressemblerait mon impact et ma théorie du changement, c'est d'aller justement creuser beaucoup plus ce qui se dit dans la littérature scientifique sur l'impact du journalisme. On a à la fois des cas assez localisés, des cas d'investigation journalistique qui ont permis des changements réglementaires, il y a vraiment eu un avant et un après, certaines enquêtes journalistiques, on peut penser au VSS, aux violences sexistes et sexuelles. Il y a des cas comme ça paradigmatiques d'impact journalistique, mais
à quel point on peut essayer de reproduire ça, à quel point l'impact peut passer par des choses plus diffuses de changement culturel, c'est pas évident. Donc ça, c'est des questions que je souhaite creuser et que je souhaite prioriser dans toutes les choses que je dois faire par ailleurs. Voilà. Ensuite, sur ton premier point sur la croissance personnelle et la motivation et le plaisir, je suis d'accord. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Peut-être que ça... Je pense que ça rentre à nouveau dans la partie sur la culture collective qu'on peut essayer de mettre en place, le système de punition-récompense. C'est-à-dire que moi, j'ai observé, notamment dans le milieu de l'altruisme efficace, qu'il y avait vraiment des personnalités. Alors, je ne sais pas à quel point c'est acquis à mesure qu'on développe ce type de réflexion et qu'on fait partie du milieu de l'altruisme efficace, mais je constate que les gens ne ressentent pas de la satisfaction pour les mêmes choses. Et que, notamment, les gens sont beaucoup plus alignés, ils alignent plus leurs émotions avec, effectivement, le fait d'obtenir des résultats réels pour les animaux. Et ça, je ne sais pas si c'est parce que de base ils sont comme ça qu'ils se sont retrouvés dans l'AE, altruisme efficace, ou si à force de fréquenter un milieu qui est autant dans la recherche de vérité, dans la recherche d'impact, ils ont fini par mieux calibrer leurs émotions avec leurs résultats effectifs. À mon avis, il y a un peu des deux. À mon avis, il y a une marge de manœuvre sur le fait de pouvoir calibrer ses réactions émotionnelles à ses résultats. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait encourager dans le mouvement. Je n'ai pas du tout creusé la question. Est-ce que ça aurait des effets négatifs par ailleurs? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça aurait des conséquences délétères auxquelles on n'aurait pas pensé? Je ne sais pas, mais c'est ce qui me vient à l'esprit suite à ta remarque. Merci beaucoup pour cette conférence et pour ces échanges.